En Malaisie, les Britanniques adoptent une politique plus ambiguë. Désireuse de conserver la haute main sur les richesses naturelles du pays en étain et en caoutchouc, la Grande-Bretagne s'efforce de maintenir l'essentiel de son pouvoir en place. Cette intransigeance est à l'origine d'un long conflit entre le Royaume-Uni et les nationalistes malais soutenus par le Parti communiste local. Si la fédération malaise devient indépendante dès 1947, ce n'est qu'en août 1957 que le protectorat britannique sur ces États est définitivement abrogé. Détaché de la Malaisie en 1946, Singapour devient également un État constitué en juin 1958. Mais c'est en Indochine que se déroule le premier grand conflit de décolonisation. L'Indochine est depuis sa conquête à la fin du XIXe siècle le nom donné aux possessions coloniales françaises en Asie du Sud-Est. Elles couvrent de vastes territoires et comprennent au nord le Tonkin, au sud la Cochinchine et le Cambodge, et au centre du pays l'Annam et une grande partie du Laos. Jusqu'en 1930, l'administration française tente de mettre le pays en valeur en développant les industries et quelques cultures spécifiques comme celle de l'EVA. Elle recrute de nombreux travailleurs indigènes, soumis à des conditions de travail déplorables. Sous l'effet du mécontentement, se développe dans les années 1920 un mouvement nationaliste inspiré du Kuomintang chinois, tandis qu'en métropole, un jeune membre du Parti communiste français, Nguyen Anh Quoc, le futur Ho Chi Minh, milite pour l'indépendance du Vietnam. Il fonde en 1930 le Parti communiste indo-chinois, puis profite de la défaite française de 1940 et de l'invasion de la péninsule par les troupes japonaises pour créer l'année suivante la Ligue pour l'indépendance du Vietnam, le Viet Minh. Il recrute notamment un homme qui sera l'artisan des victoires militaires du Viet Minh, Vo Nguyen Giap, le futur général Giap. Le 9 mars 1945, un coup de force japonais élimine en quelques heures l'armée et l'administration française restée fidèle au régime de Vichy. L'empereur Bao Dai dénonce le traité de protectorat avec la France et se rallie à la Grande Asie orientale placée sous la coupe du Japon. Mais la capitulation du Japon en août 1945 laisse le champ libre à Ho Chi Minh et à ses compagnons. Le leader communiste indo-chinois proclame ainsi le 2 septembre 1945 l'indépendance du Vietnam et la naissance de la République démocratique. Un gouvernement provisoire du Viet Minh, appuyé par les Américains, s'installe sous la présidence d'Ho Chi Minh, contraignant Bao Dai à l'abdication. Mandaté par De Gaulle, le général Leclerc débarque en Indochine le 5 octobre 1945 à la tête de troupes destinées à reprendre le contrôle du pays, sans toutefois rechercher ouvertement le conflit. En 4 mois, il réussit à reconquérir la Cochinchine, le Sud-Annam et le Cambodge. L'année 1946 voit toutes les tentatives de négociation échouer entre le gouvernement français et Ho Chi Minh. Le premier est prêt à faire des concessions dans le sens de l'autonomie politique, mais n'entend pas remettre en cause la souveraineté de la France. Il propose ainsi la constitution d'une fédération indo-chinoise dans le cadre de l'Union française. Le second entend au contraire promouvoir l'unité des 3 Qui, ou 3 provinces du Vietnam, Annam, Tonkin, Cochinchine, dans le cadre de l'indépendance. En décembre 1946, la guerre éclate. Si les Français tiennent les villes et la plupart des régions vitales du pays, le Viet Minh parvient à instituer de véritables zones libérées dans certaines régions difficiles d'accès. Englués dans un conflit qui s'éternise, les Français cherchent des interlocuteurs non communistes pour négocier. Le jeu de la France va être de susciter un contre-pouvoir en quelque sorte au Viet Minh. Ce sera effectivement Bao Dai, l'héritier légitime du trône d'Annam, et c'est avec lui que sont signés en juin 1948 les accords de la baie d'Along, qui reconnaissent l'indépendance d'un Vietnam, membre en tant qu'État associé de l'Union française qui a vu le jour en 1947. L'année suivante, des accords identiques sont conclus avec le Laos et le Cambodge, reconnus comme États associés. Ces concessions apparentes masquent en fait le maintien du protectorat français sur l'Indochine. La victoire de Mao Tse-tung en Chine, à la fin de 1949, fait basculer le conflit dans une nouvelle dimension, celle de la lutte contre le communisme. Outre une aide matérielle, les communistes chinois offrent un refuge aux troupes du Viet Minh.
Ces dernières, sans renoncer à la guérilla, s'engagent dans des opérations plus classiques, grâce à la constitution de grandes unités et à l'habileté tactique de Giap. La France, de son côté, reçoit le soutien financier des Américains, qui envisagent désormais le conflit indo-chinois comme un nouvel épisode de la guerre froide, au même titre que la guerre de Corée. Après une période marquée par plusieurs lourdes défaites à Cao Bang, Langson et Laoké, l'arrivée du général Delattre comme commandant en chef des troupes d'Indochine en décembre 1950 marque un certain redressement tant militaire que moral. L'ancien chef de la première armée française rentre dès décembre 1951 en France, où il décède peu après. À la suite de l'armistice de Corée en juillet 1953, les Américains décident d'engager une négociation globale avec les pays communistes, dans l'espoir de mettre fin aux conflits asiatiques. Pour ce faire, une conférence doit se tenir à Genève en mai 1954. Désireux d'obtenir une victoire décisive afin de pouvoir négocier en position de force, les militaires français conçoivent un plan destiné à obliger le corps de bataille Viet Minh à concentrer ses troupes pour mieux l'écraser. La cuvette stratégique de Dien Bien Phu, dans le Haut-Tonkin, est transformée en véritable camp retranché. Protégé par 3 points d'appui excentrés au nord, Gabrielle, Anne-Marie et Béatrice, et un point au sud baptisé Isabelle, Dien Bien Phu est rapidement encerclé par le corps de bataille Viet Minh, qui, sous la conduite du général Giap, donne l'assaut aux 15 000 hommes des troupes françaises à partir du 13 mars 1954. Après 57 jours et 57 nuits de combats acharnés, la garnison du camp retranché, totalement encerclée et à bout de munitions, est contrainte de rendre les armes le 7 mai 1954 à 17h30. Cette défaite sonne définitivement le glas des ambitions françaises en Extrême-Orient et provoque un choc psychologique considérable dans l'opinion française. La conférence réunie à Genève se conclut par des accords signés par Pierre Mendès France, président du Conseil français, le 21 juillet 1954, qui mettent fin à la guerre d'Indochine. La raison et la paix l'ont emporté. Après des journées et des nuits de dures négociations, chargées tantôt d'anxiété et tantôt d'espoir, le cessez-le-feu a été signé. Tandis que le Laos et le Cambodge deviennent indépendants, le Vietnam est partagé en 2 États de part et d'autre du 17e parallèle. Au nord, la République démocratique soutenue par la Chine et l'URSS. Au sud, un gouvernement pro-américain. Des élections sont prévues en 1956 en vue de la réunification du pays. Elles n'auront jamais lieu. À partir de 1957, commence l'engrenage politico-militaire qui débouchera sur une seconde guerre d'Indochine opposant communistes et nationalistes pro-américains. Ceux-ci, partiellement regroupés au sein d'un Front de Libération Nationale, ou FLN, déclenchent le 1er novembre 1954 une insurrection sur tout le territoire de l'Algérie. Ils réclament l'indépendance nationale par la restauration de l'État algérien et annoncent la création d'une armée de libération nationale, l'ALN. Eux ont tiré la leçon. Dien Bien Phu est de 1954 et la révolution commence en 1954. Ils se sont dit, ce que les Vietnamiens ont fait, on peut le faire. Bon. Tandis que la 4e République, M. Mitterrand a tenu ce discours guerrier. On ne négocie pas, on fait la guerre. Bon, il a fait la guerre. Et si De Gaulle n'était pas revenu, ça aurait fait comme en Indochine. Ça aurait duré des années jusqu'à un nouveau Dien Bien Phu. Ces événements marquent le début de la guerre d'Algérie. La réaction française se veut d'une exceptionnelle fermeté. Pour les responsables politiques tels Pierre Mendès France ou le ministre de l'Intérieur François Mitterrand, l'Algérie, formée de 3 départements et peuplée par près d'1 million d'Européens, c'est la France. Le 1er décembre débarquent à Alger les premiers renforts militaires. Les massacres dans le nord constantinois à l'été 1955 conduisent à une intensification du conflit. La politique d'intégration et de réforme prônée par le gouverneur général Jacques Soustelle passe alors au second plan. Le rappel des réservistes et le maintien de plusieurs classes d'appelés sous les drapeaux font passer les effectifs affectés en Algérie de 200 000 à 400 000 hommes en 1956. Cette priorité donnée à l'action militaire se traduit par la transformation progressive de l'Algérie en une véritable province militaire.
En 1954, la situation explose. Il y a une série d'attentats commis par des Algériens qui réclament l'indépendance, qui ont un peu accentué leurs revendications, parce que personne ne les écoutait, et qui, à la novembre 1954, déclenchent toute une série d'attentats contre des Français extrêmement meurtriers, et c'est le début d'un engrenage. En 1957, la bataille d'Alger, destinée à faire face au terrorisme urbain, dure plusieurs mois et provoque une escalade de la violence. Le 13 mai, il y a une énorme manifestation des Français d'Algérie à Alger, sur la grande place du Forum. Et ces Français, tout simplement, ont une revendication alors très simple, c'est qu'ils ne veulent pas du nouveau Premier ministre, du nouveau président du Conseil que la France veut mettre à la tête du gouvernement, qui s'appelle Pierre Pflimlin. Il a également un drôle de nom. Et ce Pierre Pflimlin, il a la particularité de s'être prononcé en faveur d'une solution négociée pour l'Algérie. Il n'a pas prononcé le mot d'indépendance. Il a juste dit solution négociée. Mais ça sous-entend que l'on pourrait mettre un terme à la guerre en Algérie en trouvant une solution qui plaise aux indépendantistes. Revenu au pouvoir, à la faveur du mouvement du 13 mai 1958, déclenché par l'armée et les Européens d'Algérie, le général de Gaulle propose vainement au FLN une reddition honorable, la paix des braves. Pourquoi finalement, dès septembre 1959, change-t-il de politique et parle-t-il d'autodétermination? Et pourquoi va-t-il progressivement acheminer l'Algérie vers l'indépendance? Parce qu'il a compris que la guerre d'Algérie était ruineuse pour la France. D'un point de vue financier, c'est un gouffre, et économique, mais également parce qu'elle atteint gravement le prestige de la France dans le monde. En septembre 1959, il reconnaît le droit de l'Algérie à l'autodétermination, avant de se résoudre à ouvrir l'année suivante des pourparlers de paix avec le FLN. Cette problématique algérienne, De Gaulle la résoudra, si je puis dire, par un moyen qui est peut-être contestable, mais qui reste le moyen le plus légitime, qui reste le référendum. Il fait un référendum en disant est-ce que vous le souhaitez ou non rester au sein de la France. Je rappelle entre-temps qu'il a mis en place l'Union française dans cette constitution de 1958 où il met en place effectivement l'équivalent du Commonwealth pour la France, l'Union française. Et à ce référendum, on le sait, eh bien, la réponse sera non. Les Algériens ne souhaitent pas effectivement rester dans cette Union française. Ceux-ci aboutissent finalement en 1962 avec les accords d'Évian qui reconnaissent l'indépendance de l'Algérie. L'Algérie, c'est d'une certaine manière l'histoire d'un amour déçu ou d'occasions manquées avec la France.